découvrir aujourd'hui avec Jacques Cartier l'itinéraire numérique d'un formateur d'adultes ou le voyage d'un saltimbanque funambule. La présentation de Jacques durera environ 20 minutes. Je vous invite, chers collègues, à poser vos questions dans le chat. Ces questions seront traitées par Jacques à la fin de son intervention. Voilà, merci à tous et à tout à l'heure. Bien, eh bien, écoutez, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire itinéraire numérique d'un formateur d'adultes. Vous voyez qu'il y a un sous-titre, le voyage d'un saltimbanque funambule. Ça vous paraît peut-être un peu pompeux comme sous-titre. Saltimbanque, oui, parce que les premières années, dans les années 90, il fallait être un peu saltimbanque peut-être pour introduire le distant dans la formation. C'était pas très à la mode. Et puis funambule, parce que pendant ces 20 années, il y a eu des moments où il fallait être un peu funambule, avoir de l'équilibre hein, pour pas se casser la figure. Mais vous allez mieux comprendre dans la suite de mon intervention. Alors, on va remonter. Il y en a peut-être qui étaient pas nés en 98. On va remonter en 98. J'ai intitulé cette diapo présentiel, présentiel, présentiel. Ben oui, parce que en 98, je faisais beaucoup de présentiel. Et quelque part, j'avais une insatisfaction, c'est-à-dire je faisais des formations bureautiques, je travaillais dans le service informatique d'un rectorat, des formations par exemple à Word, et puis voilà, les gens arrivaient en formation, plus ou moins au courant des contenus, et puis repartaient. M'est venu à l'idée, comme j'installais le courrier électronique dans les établissements, mon premier courrier électronique a été installé en 97, je me suis dit, mais pourquoi pas envoyer en amont le programme de la formation, et puis peut-être un petit exercice, un petit positionnement. Donc en amont, avant que les gens arrivent dans le présentiel. Et puis pourquoi pas, après le présentiel, eh bien proposer un accompagnement, alors sur une durée limitée, par exemple une quinzaine de jours, pour faire le point un peu sur des documents, des fichiers qui posent problème, par exemple, au travail. Donc, ça m'a titillé comme ça de mettre des choses à distance, et puis il fallait aussi accompagner ces gens-là dans cette période après le présentiel, et pourquoi pas les accompagner en utilisant le courriel, qui était vraiment l'outil le plus répandu à ce moment-là. Là-dessus, en 2001, on m'a proposé un projet national. Il s'agissait de préparation à des concours administratifs. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire parce que nos accompagnateurs, ils étaient deux, ont proposé que nous partagions nos contenus, nos préparations. Et déjà là, on s'est aperçu, on était en présence à Poitiers, on s'est aperçu que les gens étaient assez jaloux de leur préparation et que ne serait-ce que mettre des papiers de préparation sur la table et en parler était une difficulté. On avait ri aussi parce qu'une personne avait une valise, un attaché-case avec ses préparations de cours et en fait, elle avait perdu la clé. Donc on a réussi à échanger, à travailler sur ces formations, sur ces contenus, mais quand on est parti, nos accompagnateurs nous ont dit oui, mais alors on se revoit dans 1 ou 2 mois. Mais qu'est-ce qu'on va faire on va échanger par courriel, ça va pas être facile. Eh bien, écoutez, on vous propose un outil en ligne qu'on appelle un outil collaboratif. Il s'agissait de QuickPlace à cette époque-là, logiciel IBM, et on va pouvoir continuer notre travail à distance sur cet outil. Donc, vous voyez qu'on a introduit, sans le savoir, de l'hybride dans ce dispositif de formation. Donc en fait, le grand travail des accompagnateurs, c'était de nous amener à comprendre que travailler à distance, déposer des éléments à distance, pouvait
abonder, si vous voulez, dans le sens de la qualité de notre projet. Et on a créé, alors ça aussi, ça a été pour moi un grand bouleversement. À partir de ce Quick Place, nous avons fait par exemple un Quick Place qu'on a intitulé FODAD Document. FODAD voulait dire formation ouverte et à distance pour les métiers de l'administration. Et dans ce FODAD Document, on a collationné l'ensemble des préparations que l'on a discutées ensemble, que l'on a validées ensemble, et nous avons créé une sorte comment dire, de galaxie, vous voyez, de site Quick Place, pour que les académies aient leur indépendance, donc FODAD SASU, celui-ci par exemple, académique, adjoint, et NG, nouveau gestionnaire, tous ces sites ciblant sur les ressources nationales de FODAD documents. Vous voyez qu'avec on pourrait dire un petit outil collaboratif, eh bien, nous avons créé cette structure de FODAD, peut-être qui était le démarrage d'une plateforme beaucoup plus importante. Alors, bien sûr, ça a bousculé un certain nombre de choses. J'évoquais par exemple le partage de préparation de cours. C'est déjà un drôle de changement. Mais on est entré dans une dynamique collaborative, c'est-à-dire qu'il a fallu co-construire les choses, les ressources, les évaluations. Donc déjà là, des préparations d'ingénierie, si vous voulez, pédagogique du dispositif. Et puis, chaque académie, chaque participant responsable d'un dispositif a intégré une modalité hybride. Présence, distance. Ce qui, vous imaginez, en 2001, était novateur. On a demandé aussi aux formateurs d'assumer le rôle de tuteur. Et là, on a eu des réticences. Même sur la terminologie, les formateurs ne voulaient pas être appelés tuteurs, mais formateurs-tuteurs. Ils voulaient garder, et je crois qu'ils avaient raison, cette appellation, si vous voulez. Comme si aussi, peut-être, le tutorat, à cette époque-là, était sous-évalué, vu comme un sous-rôle. Il est vrai qu'à cette époque, son financement frisait le ridicule. On le payait même pas à l'heure de ménage. Un changement qui n'a pas été simple non plus, qui a pris du temps, c'est eh bien, que les formateurs changent leur vision de l'enseignement de l'apprentissage. Ils étaient en présentiel plutôt dans un positionnement frontal, c'est pas une critique, hein. Et là, on leur demandait de réfléchir à une nouvelle posture, notamment à quelles activités allaient faire leurs apprenants dans les moments à distance. Donc là, il a fallu travailler, réfléchir avec les équipes de formateurs. Et puis, bien sûr, on a demandé à ces personnes d'être des grands communicants devant l'éternel, hein, c'est-à-dire d'utiliser le courriel, la plateforme QuickPlace, les classes virtuelles qu'on a introduites en 2003. Là aussi, le synchrone a été une révolution, si vous voulez, dans le sens où on a pu travailler avec des personnes en direct, comme nous le faisons en ce moment, avec la webcam, et puis l'affichage, le partage d'écran, etc. Donc voilà des moments qui ont, oui, bousculé aussi ma vie professionnelle. J'ai dit, même récemment, à ces deux animateurs qu'ils avaient complètement chamboulé ma vie professionnelle d'enseignant, au bon sens du terme. Alors, à cette occasion, évidemment, que on a touché aux identités numériques du formateur. C'est-à-dire jusque-là, peu de formateurs avaient une présence sur la toile, avaient une présence numérique, si vous voulez. Et donc, utiliser ces technologies de communication, courriel, classe virtuelle, forum, etc., donc du synchrone, de l'asynchrone, c'est aussi cultiver sa propre identité numérique de formateur. Et puis cette identité numérique, hein, j'ai mis au pluriel,
la sphère privée, la sphère publique, la sphère citoyenne, comment je gère, comment je fais fonctionner ensemble mes différentes identités numériques. Par exemple, est-ce que je donne ma messagerie électronique privée pour tutorer les personnes ou est-ce que j'utilise la messagerie institutionnelle? Et puis, bien entendu, un certain nombre d'entre nous se sont achetés un nom de domaine pour avoir un espace à eux, un site à eux, se sont créés un blog personnel également et ont commencé une présence sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez que ce petit projet initial Fodad, eh bien, il a fait des petits, il nous a vraiment chamboulés. Alors, ce blog, justement, beaucoup de formateurs euh, ont utilisé le blog comme un lieu d'écriture pour évoquer le vécu, réfléchir sur son action, faire bouger sa pratique, renforcer son identité numérique. Moi, c'est devenu pour moi un outil du quotidien, mais est plutôt pour les apprenants. Pas à pas, nous avons demandé aux apprenants d'utiliser un blog. On le fait pour le B2I adulte dans notre académie, on le fait pour la formation C2I2E, où le blog est le lieu réflexif pour les personnes, où on leur demande de réfléchir sur des moments de la formation, sur les problèmes rencontrés, sur la posture d'apprenant, par exemple, comment je suis, comment je me positionne, et puis pour mon avenir personnel, cette formation va-t-elle être prépondérante, importante. Donc voilà aussi, tout d'un coup, le formateur, l'apprenant, qui devient un écrivain, une écrivaine sur la toile, et une écrivaine publique, si par exemple on met les articles, les billets en mode public, visible de tous les internautes. Donc écrire, c'est déjà une chose sur papier, mais écrire en ligne et en plus visible des internautes, vous voyez qu'on a encore fait les uns les autres un drôle de pas. Alors, je crois que, vous voyez, ces dispositifs évoluant dans le temps, eh bien, je pense que beaucoup de personnes ont pris conscience qu'elles étaient dans un écosystème et qu'on n'est pas seulement dans une salle de formation, la salle 200 de 9h à 17h, seul, formateur face à un groupe, face avec un groupe, mais que, en fait, on va dépendre de tout un écosystème, de toute une organisation institutionnelle, euh, administrative ou une entreprise privée, où pour que ça fonctionne, pour que ces dispositifs de formation fonctionnent, eh bien, il y a des conditions qui doivent être remplies, de qualité de débit, de qualité de matériel, etc., de classe mobile, par exemple, le matériel aussi des apprenants qu'ils peuvent apporter. On ne va pas refaire le débat du smartphone au collège. Une connexion Internet stable, de qualité, une plateforme qui va tourner 24 heures sur 24, qui ne va pas être en panne à chaque fois qu'on fait une mise à jour, et puis une classe virtuelle sans reproche également, et puis des ressources que l'on va créer en interne, que l'on va acheter par exemple, ou et dans le respect du droit d'auteur. Donc, vous voyez qu'on a besoin de l'informaticien, on a besoin de la secrétaire qui va s'occuper, par exemple, des inscriptions sur la plateforme, de la liaison avec les apprenants, de l'aspect financier, etc. Donc, c'est important, on n'est pas seul, et vraiment, il faut travailler de façon collaborative au niveau de son institution. Alors, en 2003, avec un collègue, ingénieur pédagogique avec moi, nous avons monté une formation au B2I adulte. Déjà à cette époque-là, on éprouvait le besoin que les collègues administratifs et enseignants montent en compétences par rapport à l'apprentissage du numérique, si vous voulez. Donc, il y avait le Greta à l'époque avait une plateforme B2I adulte avec beaucoup de ressources de qualité. Et nous avons rencontré son responsable et nous avons mutualisé. Et ça, c'est quelque chose qui aussi est très important. Nous avons utilisé la plateforme du Greta et les ressources du Greta. Nous avons passé une convention.
Nous avons retouché à la marge les ressources par rapport à notre public, peut-être on va dire 10% des ressources. Vous voyez qu'on n'a pas eu à tout créer l'ensemble des ressources. Nous avons partagé le serveur du Greta où était hébergée cette plateforme. Et notre travail a été aussi de nous occuper de nos formateurs pour qu'ils deviennent des tuteurs, parce que cette formation était quasiment entièrement à distance. Il n'y avait qu'un regroupement d'une demi-journée dans un établissement proche de l'établissement de la personne enseignante ou administrative qui suivait le dispositif, donc pour limiter les frais. Et alors, une chose qui nous a beaucoup étonné avec mon collègue, c'est que dès que nous avions un peu de retard dans l'envoi des attestations de succès de cette formation, nous étions vite rappelés à l'ordre par les collègues. Nous avons senti que les gens s'inscrivaient dans une dynamique de formation tout au long de la vie et que cette attestation était importante, la mettre dans un dossier en vue de validation d'acquis d'expérience, etc. Chacun, chacune gérant cette attestation selon ses besoins. Je vérifie ma montre si je suis toujours dans les temps. Alors, bien entendu qu'au bout du compte, moi par exemple, il y a une année où je me pose la question du tout distant. Parce que les organismes de formation, pour le moment, sont sur l'hybride. Les cahiers des charges, les appels d'offres qu'ils ont stipulent formation hybride. Mais moi, je m'intéresse maintenant aussi au tout distant parce que là, on va avoir une ouverture permanente d'un dispositif. La personne va pouvoir choisir, par exemple, un quota d'heures d'accompagnement. On va pouvoir individualiser plus facilement. On va mettre de côté, éviter les déplacements, l'hébergement, donc les coûts inhérents à tout cela, et puis le temps que l'on y consacre. Et puis aussi, on va sortir du côté géographique limité à notre territoire, notre département ou notre région, mais on va pouvoir aller jusqu'à tout le milieu francophone. Et puis, si on a des personnes compétentes dans d'autres langues, notre formation pourra être adaptée et proposée à un éventail beaucoup plus large de personnes que celui que j'évoquais au départ. Et cette, oui, peut-être prise de conscience m'a poussé à candidater pour être mentor chez Open Classroom. Et donc, depuis septembre, j'accompagne comme ça des personnes en tout distance. Et la classe virtuelle est un moment privilégié, 1 heure par semaine de rendez-vous pour faire le point sur l'avancée dans le parcours qui peut durer entre 6 mois et 1 an et qui normalement est qualifiant. Alors, j'ai mis à votre disposition une carte conceptuelle c'est un document de travail dans laquelle je me pose la question de maintenant, quand j'inclus du numérique dans ma pratique, soit un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, peut-être pas du tout, ça serait un peu fâcheux. Et ce document sera à votre disposition par un lien à partir du diaporama. Et puis ça m'a poussé, alors c'est le côté un petit peu publicité, mais vous allez comprendre. Mon écriture sur mon blog depuis une dizaine d'années m'a poussé à faire un ouvrage qui est chez Edilivre, que vous pourrez consulter en partie chez cet éditeur, version papier, version numérique, où j'ai relaté cette expérience d'une vingtaine d'années justement de travail dans l'inclusion du numérique dans ma pratique. Écoutez, merci de votre attention et alors place aux questions. Vous pouvez les faire au micro, je crois, puisque nous sommes un nombre réduit. À vous. Voilà, Victoria, est-ce que c'est Merci OK? beaucoup, Jacques, pour cette présentation très édifiante, bien que brève, sur ton itinéraire en tant que formateur d'adultes
notamment avec les Greta, des débuts finalement d'un web grand public à ses réalités actuelles. Alors que nos collègues n'hésitent pas à poser une question ou par le chat ou à main levée. Pour ma part, j'ai une question à te poser, Jacques. Est-ce que de formateur à mentor, du coup un nouveau rôle, une nouvelle posture que tu adoptes aujourd'hui, tu trouves qu'il y a une rupture, un changement significatif? Est-ce que ces rôles s'inscrivent dans un continuum? Comment tu analyses cette évolution-là? Oui, c'est vrai que c'est un rôle auquel il faut bien réfléchir, parce que accompagner quelqu'un qui prépare un diplôme, c'est pas le former. Donc déjà, on n'a pas ce statut de formateur, mais on a un rôle où on accompagne, c'est-à-dire on va étayer le parcours, on va conseiller, mais en faisant au mieux pour que la personne gère sa propre, comment dire, sa propre personnalité et son propre parcours. Donc une rupture peut-être pas, parce que dans le rôle du tuteur, il y a ça aussi, hein, dans ce que je fais depuis pas mal d'années, mais mentor va renforcer ce côté, euh, comment dire, d'étayage, d'assistance, de conseil. C'est principalement la différence que je vois. Mais c'est vrai que le rôle de formateur m'aide quand même, parce que je perçois mieux comment la personne aborde le parcours, je perçois mieux les difficultés qu'elle peut rencontrer. Donc, c'est bien d'avoir les deux visions pour aller vers ce côté plus mentor que tuteur habituel. À vous. Merci beaucoup, Jacques, pour ce complément de réponse. Norbert, nous t'écoutons. Vous Oui, m'entendez? Norbert, 5 sur 5. Merci. Alors merci Jacques pour cette présentation. Ma question porte plus sur après, sur demain. J'aurais souhaité savoir quelle était ta vision des nouveaux défis qui attendent les formateurs à l'heure où la digitalisation se fait de plus en plus prégnante, y compris dans les appels d'offres de nos partenaires. Quelles sont selon toi les pistes à explorer prioritairement pour ne pas rater le train? Moi, je dirais, mais c'est une vision personnelle, Norbert, hein. Je dirais que il faut d'ores et déjà se pencher sur la problématique du tout distant. Euh, mais c'est des conditions aussi sociétales qui me poussent à dire ça. Quand on voit la difficulté actuelle que la société, les sociétés ont à faire ce changement sur l'énergie, se déplacer devient de plus en plus coûteux, le prix des carburants, etc. Donc, je m'étais dit déjà il y a 10 ans que la distance, ce qui la pousserait, ce qui la dynamiserait, c'est pas une prise de conscience comme ça qui viendrait de je ne sais où, mais ça serait plus du fait de conditions de société avec des difficultés à se déplacer, les coûts inhérents, les coûts de l'hébergement, le développement des technologies. Regardez ce que nous faisons en ce moment. S'il avait fallu se déplacer tous, vous imaginez le nombre de kilomètres. Donc je pense faut bien réfléchir. Bon, c'est peut-être pas le moment tout de suite, hein, puisque là on est plutôt dans l'hybride, enfin dans vos situations à vous. C'est comme ça que je les perçois. Mais il faut d'ores et déjà se pencher sur le tout distant et monter peut-être certains dispositifs, même en formation action, dans ce domaine. Je pense que c'est ça qui nous attend demain, rapidement. À vous. À vous. Oui. Merci beaucoup, Jacques, pour ta réponse, qui effectivement Merci Jacques nous pour ta invite réponse. J'ai pas eu à une projection plus globale. Je laisse la parole à...
Je, je m'excuse de monopoliser une fois la parole, Jacques, mais en fait, j'ai écouté avec attention ta réponse. Et j'entends que tu nous dis qu'il faut se pencher sur la problématique, et c'est comme ça que tu Mm. le nommes, la problématique du tout Mm. distant. Mhm. Or, il me semble, je crois savoir que tu as travaillé beaucoup aussi avec des collègues au Québec qui ont une certaine longueur d'avance sur nous, sur ces Oui. thématiques-là, et que d'un point de vue pédagogique, ça n'est pas tout de même le fonctionnement optimal que l'on peut espérer d'une formation. Mm. Est-ce que cela veut dire qu'il faut se plier aux contraintes écologiques, environnementales ou les idées des politiciens qui aujourd'hui nous demandent de faire du tout à distance, non pas pour des raisons pédago, mais pour des raisons économiques? Ou est-ce qu'il faut que l'on continue à garder notre singularité et à vouloir affirmer que la formation à distance est une des modalités à mobiliser avec efficacité et intérêt, mais qu'elle ne peut Oui. pas se réduire à son expression à distance Non, tu as uniquement? raison. Euh, Moi, je ne privilégie pas de modalités particulières. Je veux dire, si on décide de faire une formation entièrement en présence, c'est qu'on a de bonnes raisons de le faire. Si on privilégie une formation hybride, quel que soit le pourcentage entre présence et distance, c'est qu'on a cogité en amont pourquoi on fait du blended. Si on la met entièrement à distance, c'est que, par exemple, eh bien, on s'adresse à un public francophone dans le monde entier. Donc, quand je dis il faut se pencher sur le tout distant, c'est plus que au niveau pratique, au niveau réflexion, au niveau technique, au niveau pédagogique, de commencer à monter des dispositifs entièrement à distance, mais en aucun cas, Norbert, tu as raison, ça n'invalide les autres modalités, bien sûr. À vous. Je crois que Norbert a été éjecté de la classe. Merci, Jacques. Effectivement, Norbert semble avoir eu un souci technique. Je pense qu'on va le retrouver très vite. Jacques, il y a une question de Christophe posée via le chat. Cette question est la suivante. Quid de la gestion de la fracture numérique chez certains apprenants? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de cette question? Oui, ça reste un souci. Vous voyez, là, je suis à Besançon et où j'habite, j'ai du très haut débit. Je suis au minimum 30 mégas jusqu'à 50 mégas. Mais à d'autres moments de la semaine, j'habite à la frontière suisse où je suis un peu isolé et j'ai 5 mégas. Ça marche, mais parfois, je suis obligé de couper ma webcam. Donc, ce souci perdure, mais ne peut que décroître, puisque l'équipement en fibre, par exemple dans ma région, se développe énormément. Donc je pense que le phénomène fracture numérique va tomber assez rapidement du fait des installations, des mises à jour dans les territoires. À vous. Alors, nos collègues nous signalent quelques difficultés de connexion. Pour ma part, Jacques, je voudrais revenir à cette question de la fracture numérique. Mhm. Effectivement, il y a une fracture numérique des territoires, mais beaucoup de formateurs ou de responsables de formation aujourd'hui s'inquiètent aussi de la fracture numérique en termes d'usage Oui. chez les citoyens, donc chez nos stagiaires, et de leur impact sur les prérequis que nous Mhm. sommes susceptibles de poser à l'accès de formations instrumentées par le numérique, qu'elles soient hybrides ou distantes. Est-ce que tu as un point de vue sur la façon dont cette fracture des usages pourrait être résorbée ou tout du moins intégrée à nos Oui. propositions pédagogiques? Oui, alors ça, enfin, j'ai fait des formations l'année dernière de seniors dans ma ville et dans une autre ville. Donc, pour initier des seniors à l'utilisation du numérique, hein, une littératie numérique. Et effectivement, mais j'ai l'impression que ça va se développer, qu'on va énormément développer des formations pour les usagers au niveau des municipalités, parce que aussi la société va vers le tout numérique. On voit aussi que dans les tensions récentes, c'est aussi parce que il faut que je déclare mes impôts en ligne, tout se fait en ligne. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire autrement.
Alors ça repose aussi la question de la formation initiale, puisque on a peut-être un peu laissé tomber, par exemple, le B2I élève, on a peut-être laissé tomber le C2I2E pour la formation des enseignants. Donc autant on avait pris peut-être dans les années 2010 des chemins un peu draconiens, un peu trop durs sur les compétences, puisqu'un jeune professeur devait avoir son C2I2E pour enseigner, et au risque de ne pas pouvoir enseigner, justement. Donc aujourd'hui, ça veut dire que dans l'organisme de formation, ben, il va falloir effectuer un positionnement des personnes et peut-être avoir un dispositif d'introduction au numérique, d'initiation s'il faut encore le faire, avant bien sûr de proposer des formations, même hybrides, qui font quand même appel à une dextérité des personnes, à une expérience. Euh, Ça me fait penser aussi malheureusement à cette interdiction du smartphone dans le collège, qui me semble une aberration. Euh, donc voilà, je ne peux pas répondre à tout, bien entendu, mais je sens bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas les prérequis nécessaires. À vous. Merci beaucoup, Jacques, pour ces réponses précises, prospectives, mais ancrées dans, voilà, dans l'histoire du numérique français. Euh, il est midi 3, donc je vous propose que nous trouvions ici la conclusion de ce webinaire. Merci beaucoup, Jacques, pour cette intervention. Au Merci à plaisir vous. de se retrouver. Merci beaucoup aux collègues présents qui effectivement pourront retrouver la proposition de Jacques en replay sur la chaîne YouTube du Consortium YGRETA et sur les espaces formatifs mis à disposition sur les plateformes YGRETA. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, de très bonnes fêtes, et avant de vous dire complètement à bientôt, je vais céder la parole à Norbert. Norbert, Oui, vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Je voulais juste m'excuser, Jacques, je te pose une question et au moment où je te pose la question, visiblement, nous avons un souci. Alors, je ne sais pas si vous continuez, si vous avez continué à nous entendre ou pas, mais nous avons été déconnectés, Marion et moi, puisque nous partageons le même bureau. Donc, comme je l'ai écrit dans le chat, j'écouterai ta réponse, bien entendu, avec le replay. Mais je tenais à m'excuser de vive voix et à te souhaiter, ainsi qu'à Victoria et à mes collègues préférés présents euh, à ce webinaire, vous souhaitez à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci bien. Au plaisir de vous rencontrer. merci beaucoup, Norbert. Merci à tous. Des bisous, de belles vacances à chacune et à chacun et à très bientôt.